Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. Comment et je vous refuse êtes- qu'on me voir comme un homme. J'ai rien Voilà, contre donc ce monsieur. un extrait ça. d'une émission d'arrêt sur image du 29 C'est juin un 2018. monsieur, j'ai rien contre lui. Moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. Non, je ne suis pas un homme. On peut pas partir du principe que des gens qui n'ont pas vécu notre situation ont les mêmes clés en fait que nous. À partir du moment où elle a pas envie qu'on lui impose, je ne vois pas à quel moment elle sera confrontée à des personnes non binaires. Je n'ai pas envie de performer la masculinité, je l'ai déjà fait pendant 22 ans de ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir joué un rôle pendant 22 ans, un rôle que la société a voulu me donner dès ma naissance. Aux alentours de mes 12-13 ans que j'ai compris que j'étais différente, que j'étais une femme trans, le jour où en fait j'ai entendu parler de transidentité tout simplement. Mais qu'est-ce que tu réponds concrètement à ceux qui disent « mais je comprends pas, elle est devenue une femme, pourquoi elle est en couple avec une femme ?» Mais parce que c'est de l'amour, c'est tout. Et toi, tu te définis lesbienne? Non, pas romantique plutôt. On est très tendre, on s'embrasse, on est très câline l'une envers l'autre. En fait, on a tout d'un couple normal, juste on n'a pas de relation sexuelle ensemble. Parce que elle, c'est hors de question. Ne peut pas s'imaginer faire ça. Bonjour Maëva. Salut. Bonjour la briochée. Eh oui, les plus belles miches de France, c'est moi. Les plus belles miches de France qu'on a pu découvrir dans la toute première saison de Drag Race. C'est là où tu t'es fait connaître quand même du grand public. Tu avais une particularité en plus, c'est que tu étais la première drag femme trans de l'histoire de Drag Race France. Ouais. La briochée, tu es également comédienne en doublage, chanteuse. Tu milites pour les droits des personnes trans en France et à l'international. Je suis ravi de venir à ta rencontre au détour de cette interview en toute intimité. Bah, je suis ravie d'être là et puis on peut pas faire plus complet en termes de carte de visite. Donc, Au merci. revoir. Let's go, je pars. C'est bon. Non. Avant de parler de ton art, notamment pour le drag, j'aimerais parler de la transidentité. Dans une interview, tu as confié, Maëva, « Je n'ai pas envie de performer la masculinité, je l'ai déjà fait pendant 22 ans de ma vie. » Dans un premier temps, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait. En quoi ça consistait en fait de performer la masculinité pendant 22 ans de sa vie? Bah, en fait, c'est simplement, j'ai eu l'impression d'avoir joué un rôle pendant 22 ans, un rôle que la société a voulu me donner dès ma naissance, en fait, et qu'il a fallu que je m'y conforme sans que je comprenne pourquoi. C'est aux alentours de mes 12-13 ans que j'ai compris que j'étais différente, que j'étais une femme trans, le jour où, en fait, j'ai entendu parler de transidentité, tout simplement. Oui, dans une émission à la télévision sur Exactement. Énergie 12 qui s'appelait Tellement Vrai. Ou Tellement Vrai, ou C'est à vous. En fait, mes souvenirs sont flous là-dessus, je sais plus exactement. Mais quand je suis tombée dessus par hasard, en fait, j'ai compris que ça me concernait. Et là, j'ai fait « Oh, waouh, ok ». En fait, maintenant, je comprends pourquoi je me sens en décalage depuis très très longtemps. C'est que finalement, le manteau qu'on a voulu me forcer à porter, c'était pas le bon. Alors c'est marrant, même si c'est pas drôle du tout, mais tu dis c'est en regardant donc cette émission, tu sais plus si c'est à vous ou Tellement Vrai, où tu as réalisé en fait que tu te sentais concerné. Toi, ça t'a éveillé, alors que d'autres, et c'est le contradictoire qu'on entend beaucoup dans notre société, ont peur de ces émissions parce qu'ils ou elles ont peur. C'était mon téléphone, c'est pas grave. Ils ou elles ont peur que leurs enfants se fassent, entre guillemets, comme ils disent, endoctrinés par des images qu'ils verraient à la télévision. Mais en fait, si c'est déjà enfoui en vous et si c'est déjà en vous, quoi qu'il arrive, ça fera surface à un moment donné. En fait, vous n'avez aucune raison d'avoir peur d'être endoctriné. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un endoctrinement? Enfin, je veux dire, à partir du moment où j'ai compris que j'étais trans et à partir du moment où je me suis autorisée à vivre avec mon identité de femme, tout est allé beaucoup mieux dans ma vie. J'étais beaucoup plus heureuse, j'étais beaucoup plus ouverte aux autres. Je trouvais du travail plus facilement. Alors, take un peu particulière, parce que je sais qu'il y a des personnes trans pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai de la chance de jouir aussi d'un très bon passing. Donc, entre guillemets, si je ne dis pas que je suis trans, personne ne le sait. J'ai un côté un peu madame passe-partout, entre guillemets, en civil. Donc ça a joué pour moi, notamment pour trouver du travail. Je travaillais dans le tourisme avant. Tu t'es déjà posé cette question de te dire, tiens, est-ce que je suis obligé de le dire que je suis une femme trans? Effectivement. À l'époque où je travaillais dans le tourisme, j'essayais de ne pas en parler ou de ne pas le dire. Je n'en parlais jamais à mes collègues, j'en parlais pas aux clients, j'en parlais pas aux vacanciers, par sécurité. Tout simplement, les seuls qui étaient au courant parce que mes papiers d'identité n'étaient pas encore conformes à mon identité de femme, c'était mes employeurs.
mais qui ont été des personnes suffisamment ouvertes et plutôt safe aussi vis-à-vis de moi, parce que je pense que je présente bien, qui fait que du coup, ils n'ont pas eu de problème à m'engager. Puis j'avais des bonnes références dans le tourisme, donc ils en sont restés là. Et ça s'est bien passé à chaque fois, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment aussi à être vocale sur le fait que j'étais trans et à militer quand je suis arrivée à Paris, finalement. C'est vraiment Paris et l'art en général, ce spotlight qui a réveillé une flamme militante, qui je pense a toujours été là, mais qui vraiment, c'est wake up, du coup. Exacerbé. Tu dis que c'est à l'âge de 12-13 ans que tu as compris, je cite, « J'ai compris que je n'étais pas un garçon ». Ouais. Comment tu peux être sûr que tu n'étais pas un garçon, que tu n'étais pas un homme? C'est quelque chose de profondément... c'est très très difficile de mettre en fait des mots là-dessus. C'est juste une évidence. Comme pour toi, c'est une évidence que tu es un homme. Pour moi, c'était une évidence que je n'étais pas un homme. C'est une évidence que j'étais une femme, que je suis une femme. Et après, il faut réussir à composer avec ça. Moi, ça s'est exprimé à une période où, voilà, j'ai 34 ans, j'ai aucun problème avec mon âge, mais je viens d'une époque et d'une période où, mine de rien, on n'avait pas non plus accès à Internet comme on le voulait. Moi, il y avait seulement un ordinateur dans ma famille, c'était celui de mes parents, qui était dans leur chambre à une période, je n'y avais pas accès comme je voulais. Et je ne pouvais pas non plus aller chercher ce que je voulais, parce que les historiques... Donc du coup, on essaye de chercher des informations, de se renseigner, mais avec le peu de choses en fait, qu'on a entre nos mains. Et à l'époque, la seule manière dont on parle de la transidentité, d'ailleurs on ne disait pas transgenre, on disait encore trans. Donc il y avait encore ce rapport aussi très contigu avec la qui, moi, me faisait peur à 12-13 ans. Et avec la maladie mentale. Oui, voilà, encore la maladie mentale et aussi la toujours très très liée. C'est-à-dire que les seuls profils de femmes trans qu'on montrait à l'époque dans ces émissions-là, c'était forcément des femmes trans qui étaient rejetées par leur famille et qui finissaient à la rue et qui, du coup, pour survivre devaient se... Et quand on a 12-13 ans, c'est impossible de se projeter là-dedans, dans ce schéma-là. C'est pas possible de se dire, en fait, c'est ce qui m'attend une fois que je suis majeure. C'est violent, c'est hyper violent. Donc, du coup, bah, en fait, moi, j'ai essayé de le réfréner, j'ai essayé de l'enfouir en moi. Sauf qu'en fait, plus je l'enfouissais et plus c'était difficile. Mais est-ce que tu n'étais pas un homme ou est-ce que tu voulais être une femme? J'ai jamais réfléchi à la question comme ça. Non, j'étais une femme. J'étais pas un homme. J'étais une femme qui n'était pas encore out et qui n'était pas encore visible par le monde et par la société. Et j'étais pas un garçon. En fait, dès que je suis arrivée au lycée, j'ai commencé en plus à avoir des looks très alternatifs. Ouais. Je me suis réfugiée énormément dans tout ce qui était gothique, un peu émo. Donc des looks en fait qui permettaient une certaine androgynie, qui permettaient vraiment une certaine confusion des genres. Je me suis un peu amusée avec ça. Donc voilà, j'avais les cheveux longs, je portais des jupes gothiques pour hommes avec des chaînes, etc. et tout. Dans mon petit lycée à Royan, j'étais un vrai phénomène de foire. Mais en fait, c'était même plus facile pour moi finalement d'encaisser les moqueries à cette époque-là parce que les gens s'arrêtaient à ce qu'ils voyaient visuellement. Oui. Donc du coup, ils ne m'attaquaient pas sur ce qui était enfoui en moi, ils s'attaquaient seulement à du physique. Et en fait, c'était assez facile pour moi du coup de le traverser et de l'encaisser. J'aimerais te montrer un extrait vidéo c'est pas une interview, c'est mon nouveau format qui s'appelle Politiquement Incorrect, qui met face à face un influenceur face à un politique sur des questions d'actualité, sur des sujets d'actualité. Au moment où on tourne cette interview avec la Briochée, tu n'as pas encore vu cet extrait. Dans ce premier numéro de Politiquement Incorrect, c'est Kim Glo qui est face à Louis Boyard, député de La France Insoumise, et qui échange, qui discute sur la question du genre. Je te propose de regarder et de m'analyser cette séquence et de me dire ce que tu aurais répondu à Kim Glo ou à Louis Boyard. Regarde. Vous n'êtes pas un homme, Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. Comment vous C'est pas un homme, comme un homme. J'ai Voilà, rien contre donc, ce monsieur. un extrait d'une émission d'arrêt sur image du 29 juin 2018. Monsieur, j'ai rien contre lui. Moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. Non, je ne suis pas un homme. Mais tu es un homme, demande à toute la France, à tous les pays du monde. Oui, tu es un homme. Que tu ne te ressentes pas homme, je l'entends.
Mais là, c'est à qui parle? À un homme? Mais en fait, Mais Louis, est-ce que respecte-le. c'est un homme ou pas? Mais Là c'est- que tu as vu dans cette télé, mais, c'est un mais homme? non. Si cette personne me dit je suis pas un homme, moi, son entrejambe ne me regarde pas, c'est pas mon affaire. Ma question, c'est comment cette personne se définit. Ce monsieur qui était là, c'est un homme. Quand tu le Franchement, regardes, c'est un homme ou une franchement, femme? franchement, C'est un écoute. homme. Est-ce qu'il y a des déclarations que tu souhaites corriger, sur lesquelles tu souhaites rebondir? En fait, c'est un extrait, cette personne qui dit « je ne suis pas un homme », il ne faut pas confondre expression de genre et identité de genre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce Bien que, sûr. qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire... je vais finir juste le fil de ma pensée. C'est juste que... présenté comme ça et de manière aussi frontale et sans expliquer aussi les choses, on ne peut pas partir du principe que des gens qui n'ont pas vécu notre situation ont les mêmes clés en fait que nous. Quand on est une personne trans et qu'on a aussi une visibilité, il faut partir du principe qu'on va faire face à des personnes qui ne se sont jamais posé ce genre de questions, qui n'ont jamais été confrontées à ce genre de situation. Donc du coup, réagir comme si c'était une évidence alors que les personnes en face de nous n'ont pas les clés pour du coup pouvoir répondre à nos questions de genre, à nos questions existentielles, à nos questions d'identité, pour moi, c'est pas un bon move non plus. Je pense que la personne dont on a passé l'extrait, sur lesquels Kim Glow et Louis Boyard ont réagi, déjà, pour moi, s'y a pris un peu de la mauvaise manière, en tout cas. Je pense que c'était maladroit, en fait. De réagir aussi frontalement et aussi presque agressivement en disant non, 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 et de partir du principe que les personnes ont juste à écouter et à respecter. En théorie, oui, et je suis complètement d'accord. Mais partir du principe que les personnes connaissent les notions qui, toi, sont celles que tu te confrontes dans la vie de tous les jours, non, c'est pas une réalité, en fait. Donc, cela dit, moi, je suis d'accord avec Louis Boyard. S'il y a une personne qui me dit « non, c'est pas il, c'est elle », quelle que soit la façon dont la personne se présente physiquement, j'ai juste à respecter. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Si là, par exemple, là, tout d'un coup, tu me disais moi, c'est Sam et j'aimerais que tu me genres au féminin », on va le faire. Où est le problème? Si c'est ce qui te permet de te mettre à l'aise et d'être à l'aise avec moi dans une conversation. Parce que déjà, si on va de manière frontale et dire « ah ben non, je suis pas d'accord », dans ce cas-là, on n'a rien à se dire et chacun va de son côté et merci, au revoir. Parce que Kim Glow expliquait qu'elle ne voulait pas qu'on lui impose cette non-binarité. Mais dans ce cas-là, en fait, à partir du moment où elle n'a pas envie qu'on lui impose, je ne vois pas à quel moment elle sera confrontée à des personnes non-binaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des personnes en fait, comme elle qui réagissent de manière aussi négativement en fait, à ça, en fait, il n'y a aucune raison déjà que des personnes trans et des personnes non-binaires aillent naturellement vers elle. Après, par contre, si elle en rencontre au hasard, au détour d'une soirée, etc., à quel moment ne pas genrer correctement une personne, toi, te pose souci? À partir du moment où, en fait, la personne en face, ça va l'aider à se mettre à l'aise avec toi pour avoir une conversation. Si toi, par contre, tu es mal à l'aise avec ces questions d'identité, ben dans ce cas-là, viens pas nous confronter et passe ton chemin. That's ok, c'est normal, en fait, de pas s'entendre avec tout le monde, de pas comprendre tout aussi. Enfin, il y a un moment donné, je pense qu'il faut s'autoriser à ne pas tout comprendre les mots de la Terre, mots M-A-U-X. Mais dans ce cas-là, je ne dis rien, je ferme ma tronche et je passe mon chemin. Finalement, c'est tout ce qu'on demande. À un moment donné aussi, fermer sa tronche, c'est aussi du respect. Tout simplement. Donc, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas, c'est ok. Ferme ton clapet, passe ton chemin. Allez, next, autre sujet. Toi, ta transition, la briochée, tu l'as commencée à l'âge de 22 ans. Ouais, Tu considères que c'est jeune, c'est tard, il n'y a pas de règle? il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour être soi, il n'y a pas de règle pour être heureux ou heureuse. Moi, ça s'est fait à un moment où c'était nécessaire parce que ça allait plus dans ma vie. J'étais en profonde dépression. J'ai fait des tentatives de suicide. J'étais en échec scolaire à la fac. J'ai été incapable d'aller jusqu'au bout de ma licence. Je me suis entouré de personnes qui étaient très très toxiques à ce moment-là. J'étais tellement en faiblesse que de toute manière, là j'ai eu beaucoup de gens qui ont profité de moi. Voilà, j'ai été en couple avec une personne qui a été violente
autant psychologiquement que physiquement. Voilà, c'était très compliqué. Ouais, donc et surtout, qui profitait d'une vulnérabilité. exactement. Et puis, en fait, qu'on profitait aussi, moi, d'un fort syndrome de l'infirmière derrière lequel je me cachais. C'est-à-dire, moi, je voulais m'occuper des problèmes des autres pour oublier les miens. Ben oui. Et du coup, c'est absolument pas le bon move. Mais en fait, quand on a 18, 19, 20 ans, qu'on est une personne trans, pas encore dans le placard, mais qu'on sait que ça va bientôt sortir, ça peut être très très destructeur. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire ma transition, que j'ai commencé à faire mon coming out, en fait, très étonnamment, toutes ces personnes-là toxiques ont commencé à disparaître de ma vie. Parce qu'il n'y avait plus de fragilité, il n'y avait plus moyen, en fait, de venir me manipuler ou de venir profiter de moi, en fait. Et puis, de toute manière, l'authenticité, ça fait extrêmement peur. Oh, bien sûr. Donc, en fait... Et c'est souvent dans ces moments-là où tu te révèles qu'on va te traiter de sorcière, qu'on va dire que tu as changé. Et that's ok, c'est vachement cool d'être une sorcière. En vrai, j'ai envie de dire, c'est moi quand même qui décide de mon propre destin et qui ai mes propres pouvoirs. Et tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La figure de la sorcière, particulièrement chez les femmes trans et dans le milieu drague et tout, on adore ça. Hein. Mais pas l'univers d'Harry Potter, ça, on le laisse à la grosse et J.K. Rowling, bien sûr. Il y a plein d'autres univers autour de la sorcière qui sont géniaux. Ouais, non, mais ça me va. Continuer de me traiter de sorcière, ça coule sur moi comme de l'eau de source. Hein. That's okay. Est-ce qu'il faut dissocier la briochée, le genre de la... Ah oui, bien sûr. Comment tu pourrais l'expliquer? Comment on pourrait l'expliquer? Le genre, c'est ce que je suis. La sexualité, c'est ce que je fais. Pourquoi 99%, j'invente le chiffre, mais c'est quand même mon impression, ne comprennent pas ça. Pour eux, un homme, c'est je fais des bébés avec une femme, c'est je m'accouple avec un homme. Il n'y a pas autre chose que la femme va avec l'homme va avec la femme, ou alors, bon, bah, t'es lesbienne, ou alors t'es homo, mais beaucoup ne comprennent pas cette dissociation entre le genre et la sexualité. Je te dis ça parce que toi, t'es en couple avec une femme. Ouais, tout à fait. Avec une femme, donc une femme qui est cisgenre, qui est lesbienne, donc une femme qui n'est pas trans, hein, une femme cisgenre lesbienne, et avec qui ça se passe très bien. C'était ma meilleure amie depuis 6 ans, puis ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble et on est pacsés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et tu dois la voir, la question, tu dois le voir dans les commentaires. En mode, mais je ne comprends pas. La briochée est une femme transgenre. Pourquoi elle est en couple avec une femme? Elle devrait être attirée par les... Mais parce que moi, je suis pas attirée par des organes génitaux. Hein. Je suis capable de coucher autant avec des personnes qui ont des que des personnes qui ont des vues. Donc, en fait, à partir du moment où tu réduis pour moi ton attirance à un organe reproducteur et juste, oui, un peu ou une vue, en fait, c'est passé à côté de tout le reste, enfin, personnellement, je trouve. Et après, il y a des personnes qui le comprennent pas, qui le comprendront jamais, et that's okay, ça aussi. Mais à un moment donné, par contre, si vous le comprenez pas, venez pas faire les gens, en fait, à qui ça pose pas de problème et qui ont réussi, entre guillemets, à déconstruire tout ça et à vivre une épanouie, quel que soit le genre de la personne. Parce que moi, c'est mon cas, du coup. Hein, mais qu'est-ce que tu réponds concrètement à ceux qui disent « mais je comprends pas, elle est devenue une femme, pourquoi elle est en couple avec une femme ?» Mais parce que c'est de l'amour, c'est tout. Parce que c'est de l'amour. Parce que moi, Lucie, c'est la safe place que j'ai jamais eue de ma vie en termes de relations amoureuses. C'est une personne, elle sait tout de moi, je sais tout d'elle. Voilà, dans nos angles les plus complexes comme dans nos angles les plus tendres. Et en fait, c'est juste être en couple avec elle, c'est juste devenu une évidence. Tu l'as connue à quel âge, Lucie? C'était en 2018-2019 qu'on s'est connus, donc j'avais 29-30 ans. Ça a été tout de suite l'évidence? T'es tout Non, de suite pas du tombée tout. amoureuse? Non, pas du tout. Elle a eu un gros crush sur moi dès le début. Moi, pas du tout. Puis en plus, à cette époque-là, j'étais déjà en couple. Et elle n'est pas lesbienne, on est d'accord? Maintenant, elle se définit lesbienne. Ah, elle se définit lesbienne? Oui, complètement. Maintenant, Ouais, ok. ouais. Et toi, tu te définis lesbienne? Non, pas romantique, plutôt. Ah, alors là, ça, je ne l'ai jamais entendu. Alors, pour moi, c'est pareil. Là encore, je pense qu'il y en a qui vont faire des yeux gros comme des soucoupes. Mais je sépare, pour moi, l'attirance romantique et l'attirance purement... Donc, pan romantique. Donc, pan, on est d'accord que c'est du domaine de l'attirance. Ouais, de romantique. Enfin, en tout cas, t'as pensé
t'as pas romantique. Et si tu veux, pour t'expliquer plus Ouais. exactement, pas romantique, ça veut dire que pour moi, je suis capable d'être amoureuse de n'importe quelle personne, quel que soit son genre. C'est-à-dire que son genre ne va jamais rentrer en considération dans les sentiments amoureux que je nourris. Mais alors ça veut dire que potentiellement deux garçons qui se pensent hétéros pourraient être, et qui sont hétéros s'ils se définissent hétéros, pourraient être panromantiques, mais ils n'accepteraient pas potentiellement de l'être parce que la société leur mettrait au visage qu'ils seraient gays sinon. Moi, ça, c'est. Mais ça, je veux dire, il y a tellement de choses que la société instaure et qui fait que les gens n'osent pas vivre, à mon avis, pleinement leurs expériences. Tu sais, pour moi, la différence ce qui fait la différence entre les gens, c'est que je pense sincèrement qu'on est tous et toutes destinés à pouvoir être attirés par n'importe qui, quel que soit son genre, et ça mais ce qui fait la différence entre les gens, c'est les gens qui s'autorisent à vivre leurs expériences et ceux qui ont peur de les vivre. Et attirer, tu ne parles pas que... Non, bien sûr. Ce n'est pas que l'attirance d'un... Non, parce que je vais te donner encore un scoop, et j'ai l'autorisation de ma femme pour en parler, nous n'avons pas de relation ensemble. Et oui, tu avais déclaré qu'elle était... Elle est assez... C'est-à-dire que tout ce qui est rapport, ça ne l'attire pas du tout, ça la repousse. C'est hors de D'accord. question. Il n'y a pas d'envie, quoi. Non. Donc il n'y a pas de... Oui, vous vous retrouvez pas au lit ou dans l'intimité à faire des choses à deux. Non, pas de... Ensemble, on est très tendre, on s'embrasse, on est très câline l'une envers l'autre. En fait, on a tout d'un couple normal, juste on n'a pas de relation sexuelle ensemble. Parce que elle, c'est hors de question. Ne peut pas s'imaginer faire ça. Et that's ok. Et moi, du coup, je vais trouver mes partenaires de jeu ailleurs. Alors attends, je vais rebondir sur la première information. Elle ne peut pas s'imaginer avoir une relation intime, mais avec toi ou même avec d'autres partenaires? Avec d'autres. Même avec d'autres partenaires. Oui, oui. Ok, donc elle est vraiment pas attirée. Non, Ok. Et ça a déjà été un problème ou pas du tout? jamais. Jamais. Non, jamais. Toi, t'as jamais été attirée? Non plus, parce qu'en fait, ça n'est jamais rentré en considération dans notre couple. Je te dirais même que c'est parce que je n'ai pas de relation sexuelle avec elle que je sais que je n'ai jamais été aussi amoureuse de quelqu'un. Parce qu'en fait, à partir du moment où les enjeux d'attirance n'existent pas, en fait, dans notre couple, ça laisse la place à tout le reste. De s'exprimer autour de beaucoup d'autres choses. Autour de nos goûts, autour de ce qu'on partage, autour de nos activités, autour de notre tendresse, autour de notre amour, autour de nos envies, de nos projets de vie. En fait, à partir du moment où on n'a jamais cette charge mentale de se dire « Ah tiens, cette semaine, on a moins fait l'amour que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Elle me désire moins, nanana. » À partir du moment où tu n'as jamais, en fait, cette pression-là sur ton couple, ça ouvre et ça laisse la place à tellement d'autres choses. Je dis pas que c'est la solution qu'il faudrait pour que tous les couples amoureux fonctionnent, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu de... Enfin, moi, c'est ma relation la plus longue, tu vois. C'est peut-être pas anodin non plus, en fait. Peut-être aussi qu'on a tendance à trop sacraliser aussi le sexe au sein du couple, et qu'on a tendance à faire trop tourner, en fait, le couple autour de la sexualité, finalement. Est-ce que vous vous définissez comme un couple libre, étant donné que tu vas chercher Moi, tes oui. partenaires de jeu ailleurs? Du coup, oui. Elle, non. Moi, oui. Mais pareil, ça n'a jamais été un sujet entre nous. Alors, il a fallu quand même qu'on se déconstruise un petit peu, justement, nos insécurités. Elle avait des stress par rapport à ça? Un petit peu, ce qui est normal. Elle s'est posé la question, à un moment, elle se dit, mais imagine, tu rencontres quelqu'un avec qui ça match super et avec qui tu t'entends. Elle dit, moi, du coup, qu'est-ce qui me reste et à quoi je sers? Et en fait, ce que je lui fais comprendre, et ce que je lui fais comprendre chaque jour, j'ai dit, mais en fait, ce qu'on a créé ensemble est tellement unique qu'il faudrait plus qu'une simple rencontre avec quelqu'un pour que ça surpasse ça. En fait, je peux pas laisser tomber tout ce qu'on vit ensemble et le fait que ça se passe super bien pour en fait une partie de jambes en l'air qui était intense. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais en même temps, la crainte qu'elle a, c'est une crainte... Elle est légitime. Voilà, et c'est une crainte légitime et qu'ont beaucoup de couples Bien sûr. hétéros et qui se Bien sûr. définissent hétéros et qui se trompent. Mais bien sûr, et c'est de la confiance en fait. Tout est une question de confiance et je n'ai jamais caché mes relations extérieures à ma femme. Mais tu lui dis par exemple ce soir j'ai prévu ça ou alors Ah oui. ça ne se verbalise pas? Non, si ça se dit parfois, je dis bah écoute là ce soir je vais voir quelqu'un, elle me fait ok bah amuse-toi bien.
Puis le lendemain, je reviens, puis tout va bien. Puis, parce que moi, pour le coup, ayant plutôt une libido un peu demandeuse, oui, du coup, voilà. Même si en ce moment, je travaille tellement que j'ai plus le temps. Mais, mais non, on a un équilibre qui nous convient très bien. On ne le cache ça à personne, ni même à ma famille. Et en fait, c'est OK. En fait, à partir du moment où les gens sont heureux et que tout le monde est OK et que tout le monde est consentant, pour moi, personne n'a rien à redire. Et personne n'a à me faire de morale ou n'a à me faire de leçon. Tout comme moi, je n'en fais pas aux autres. Si votre schéma à vous, qui peut être du coup très hétéronormé ou très dit traditionnel, ça vous convient, que vous vous épanouissez là-dedans et que vous êtes heureux comme ça, je n'ai rien à vous redire. Et je n'ai rien, en fait, à tenir de morale. Quand je parle de mon expérience, ce n'est pas pour l'ériger en exemple. Ce n'est pas pour faire la morale en disant « vous feriez mieux de faire comme nous parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux ». Non. Ce schéma, il se trouve que c'est celui qui me correspond et qui correspond à ma femme et qui fait que ça fonctionne. Est-ce que tu crois au couple exclusif? Oui, mais parce que j'en connais aussi autour de moi et que ça fonctionne. Mais en fait, à partir du moment où, entre guillemets, le contrat entre les deux personnes est clair, est établi. Et puis je pense aussi qu'on est une génération, je pense peut-être à la génération plus jeune, où maintenant mais qui est très en rapport avec notre société de consommation, où tout va très vite. Maintenant, on laisse plus le temps aussi de réparer les choses. On a très souvent tendance, une fois que c'est cassé, on va mettre à la poubelle direct plutôt que d'essayer de recoller les morceaux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de m'apercevoir. Ça peut faire discours de grosse boumeuse, mais je pense en fait qu'il faut aussi avoir davantage d'indulgence envers les gens et envers nous-mêmes aussi. Oui, on se prend une meuf 17 comme on prendrait l'iPhone 17, quoi. C'est ça, un petit peu. Enfin, j'ai l'impression, attention. Mais encore une fois, j'ai des exemples autour de moi qui me prouvent largement le contraire. Et des couples exclusifs qui fonctionnent très bien sur la confiance, sur la communication. En fait, on le répète tout le temps et c'est le mot qui revient à chaque fois, mais c'est une réalité. Avec Lucie, on ne s'est jamais rien caché. Jamais. Jamais rien. Donc en fait, aujourd'hui, je n'ai plus de secret pour elle, elle n'a plus de secret pour moi. Être drague, être trans, est-ce que ça veut forcément dire être politique, être politisé? Oui. Mais moi, je pense aujourd'hui que... et surtout par les temps qui courent, qui sont très compliqués aujourd'hui, la politique n'existe pas. Parce que quand on se revendique apolitique, quelque part, c'est une position politique aussi, qui va favoriser un certain camp politique au détriment d'un autre. Donc quand on essaye d'être apolitique, quelque part on l'est déjà. Moi j'ai rencontré une fois une chanteuse qui disait moi je mets pas de politique dans ce que je chante. Oui, mais tu chantes que du Michel Sardou. Donc of course que t'es politique. Parce que Michel Sardou, ses textes, ce qu'il défend et tout, c'est quand même très à droite. Donc le simple fait de chanter du Michel Sardou, que t'es fan de Michel Sardou et que tu ne chantes que du Michel Sardou, même si tu te revendiques apolitique, et ben en réalité... tu fais le travail de la droite. Et that's OK, si c'est aligné avec tes valeurs et ce que tu as envie de défendre. Je dis pas qu'il faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, tu peux pas te revendiquer apolitique quand à côté, en fait, tu vas favoriser qu'un type de texte et qu'un type de discours. C'est pas possible. Je te propose justement qu'on parle politique, mais tu vas voir sous quel prisme, avec ce premier sujet, qui est le sujet de la prise en charge quand on est une femme trans ou un homme trans, un sujet qui est très commenté, qui est souvent, que les politiques s'approprient. Ouais. Et là, en l'occurrence, je vais te faire réagir à un extrait d'une interview que j'ai enregistrée avec une jeune femme qui s'appelle Bayanka, qui me parlait sans aucun problème de la prise en charge par la sécurité sociale. Et je vais te lire un commentaire après pour que tu puisses réagir. Ça marche. Regarde. Moi, je le dis haut et fort. Oui, j'ai été pris en charge. Moi, j'ai rien payé de mon corps de A à Z. De la tête aux pieds, ils m'ont tout payé. Et ça revenait à quelle somme? Non, c'est pas. Je sais pas. On n'a pas demandé. C'est pas qu'on n'a pas demandé, mais c'est que moi, en fait, il y a des prises en charge pour ça. Bon, il y en a, elles vont aller dans le privé. Elles veulent aller dans le privé, c'est très bien. Mais pour moi, je le dis ouvertement, non. Moi, j'ai été pris en charge à 100%. Parce que c'est une dysphorie de genre qu'on a.
Et on peut lire dans les commentaires, alors j'en ai sélectionné un, alors perso, je suis para et amputé, mon fauteuil n'est pas pris en charge à 100%, ma prothèse peut l'être, mais il s'agit d'une prothèse de base, donc impossible d'avoir une vie décente avec. Donc oui, il faudrait revoir les remboursements, car moi non plus, ce n'est pas un caprice de me déplacer en fauteuil et d'avoir une jambe en moins. Et pour le coup, les remboursements sont dérisoires. J'ai des choses qui ne sont pas prises en charge du tout, résultat, je ne me fais pas soigner, je n'ai pas les moyens avec mon allocation handicapée de 1 000 €. Ce sont des arguments qui reviennent souvent. Mais je suis d'accord avec ces arguments. Attention, moi je suis d'accord avec ces arguments, mais c'est pas la faute des personnes trans. Il y a un moment donné, en fait, on y a droit, on y a l'accessibilité. Pourquoi on n'en profiterait pas, en fait, au nom de quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, l'injustice, elle n'est pas du côté des personnes trans qui en profitent. Elle est du côté, en fait, comme dit cette personne, de revoir, en fait, le système de remboursement et de prise en charge. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est pas, en fait, en enlevant les quelques privilèges que les personnes trans peuvent avoir, en fait, dans ce monde, qui, franchement, se résume même pas au doigt d'une main, en fait, que ça va, plaider pour votre cause. C'est-à-dire, ça, le mettre sur le dos des personnes trans qui sont prises en charge, en sachant que j'aimerais quand même aussi rajouter que ces prises en charge ne sont jamais systématiques. Elles ne sont jamais systématiques, elles ne sont jamais dues. C'est toujours, il faut très souvent passer par un psychiatre qui nous fait une attestation. Cette attestation, il faut l'envoyer à la CAF. Et c'est elle après qui valide si oui ou non elle prend en charge les opérations. Et en fait, à ce moment-là, tout dépend en fait, de la personne qui va se charger de ton dossier. Si tu as une personne, et Dieu sait qu'il y en a, en fait, si elle décide de ne pas valider ton dossier, elle ne va pas valider ton dossier. Il y a des personnes trans, en fait, qui ont plus de chances que d'autres. Est-ce que pour autant, nous, on va se tirer dans les pattes en se disant « Ah, toi, tu y as eu droit, moi non ?» Bah non, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est indépendant aussi de notre volonté. Nous, si on voulait, mais on voudrait que toutes les personnes en situation de handicap bénéficient, en fait, des mêmes aides que certaines personnes trans peuvent bénéficier. Mais est-ce que c'est de notre faute, en fait? Non, c'est de la faute de l'État. Pas nous. Donald Trump, il a déclaré « Je veux mettre fin au délire transgenre ». Il a également signé un décret pour interdire les personnes transgenres dans l'armée américaine. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est qualifié par un président qui est Donald Trump, président des États-Unis, de délire? Déjà, cet homme, il n'aurait même pas le droit de saluer mon cul, j'ai envie de te dire. Donc, à partir de là, voilà. Délire. En fait, c'est nous renvoyer à la psychiatrisation en fait, des personnes trans, alors qu'en fait, ça fait longtemps. Enfin, maintenant, ce n'est plus considéré comme une maladie mentale, donc c'est pas un délire. Et puis, on représente moins d'1% de la population. Enfin, je pense qu'en termes de danger, on se trompe un peu de cible quand même. Et puis, si avant tous ces décrets, on avait eu des méga championnes du monde qui étaient des femmes trans, en fait, il y a longtemps que ça serait le cas. Enfin, les femmes trans, elles ne sont pas arrivées il y a 5 ans, en fait, dans le sport et dans la société, etc. Je veux dire, les femmes trans, ça existe depuis longtemps et avant que les Jeux Olympiques existaient, les femmes trans existaient. En parlant de sport, c'est Julien Audoul, donc porte-parole du Rassemblement national, qui avait déposé un projet de loi pour protéger le sport féminin de la concurrence déloyale, je cite, et lutter, je cite toujours, contre le dopage wokiste. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, les femmes trans doivent concourir avec des femmes cisgenres? Mais bien sûr. Bien sûr. Tout ça, pourquoi? Déjà, quand même, on n'est quand même pas idiots. Mais il me semble... Je voudrais pas parler d'un sujet que je maîtrise pas, mais il me semble que, n'empêche que pour tout ce qui est les compétitions et tout, il y a quand même des suivis médicaux et des tests quand même régulièrement qui sont faits sur tous les participants et les participantes. Donc en fait, à partir du moment où en fait le corps médical et les personnes qui organisent ces compétitions valident un profil, en fait, qu'est-ce qu'on a à dire, nous, qui ne sommes ni médecins, qui ne sommes ni des professionnels du sport, etc. Moi, en tant que femme trans, je peux dire qu'avec mon traitement hormonal, j'ai perdu de la masse musculaire. J'ai perdu de la masse osseuse, en fait. Parce que j'ai été sportive plus jeune. J'ai fait du water polo, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la plongée. Aujourd'hui, par exemple, je fais du catch. Et en fait, la réalité est que nos transitions nous font perdre de la masse musculaire, de la masse osseuse. Il y a des femmes trans qui
qui ont vu, par exemple, leur taille de chaussures réduire, par exemple, de 1 ou 2 pointures. Et ça, on n'en prend jamais en considération. Et puis, puis les femmes trans dans le sport, c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais des hommes trans dans le sport. Et ils existent aussi également. Mais c'est aussi un biais sexiste. C'est-à-dire qu'on estime aussi que les femmes, en général, ne peuvent jamais tenir tête à un homme, que c'est déloyal, etc. Et les gens oublient la diversité biologique. C'est-à-dire que vous avez des femmes trans qui vont être toutes menues, comme ça et tout comme moi, qui suis plutôt costaud, qui suis plutôt grosse. Enfin, en fait, la diversité biologique, elle existe aussi déjà dans les compétitions sans les femmes trans. C'est-à-dire que déjà, quand vous voyez une compétition avec différents profils, je sais pas, elles font pas toutes exactement la même masse musculaire, elles font pas toutes exactement la même taille. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait si on commence par là? C'est une trans dissimulée? C'est un même dissimulé, je dirais. C'est-à-dire que quand on a même, entre guillemets, la fédération des échecs qui décide en fait que les femmes trans n'ont pas le droit d'entrer en compétition avec les femmes parce qu'on estime que le cerveau des femmes n'est pas aussi bien développé que les hommes, en fait, qu'est-ce qu'on répond face à ça? C'est du... Et forcément, la trans découle d'un institutionnel. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant, tes réponses à mes questions. Voilà, donc en fait, c'est juste ça. Moi, je peux pas entendre, comment dire, cet argument de les femmes trans ne doivent pas entrer en compétition, parce qu'en fait, déjà, et c'est déjà en train aussi de se répercuter sur les femmes cisgenres, les femmes qui ne sont pas trans. Je pense que l'histoire d'Iman Khelif, en fait, pendant les Jeux Olympiques, en a été un exemple parfait. Ça veut dire que attaquer les femmes trans, en fait, c'est forcément d'autres femmes cisgenres, donc non trans, qui ne correspondent pas à ce que très souvent certains conservateurs et autres régimes extrêmes, qui ne correspondent pas en fait aux critères de ce qui se font de la femme et de la féminité. Donc en fait, attaquer les femmes trans, c'est toutes les femmes qui en pâtissent de toute manière. Il n'existe pas de féminisme sans les femmes trans, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as suivi l'affaire Candace Owens, célèbre influenceuse américaine, Oui. et Brigitte Macron? Oui. Alors, Candace Owens, elle avait affirmé que Brigitte Macron serait une femme transgenre. Le couple présidentiel, il a attaqué l'influenceuse en diffamation. Brigitte Macron, de son côté, elle a expliqué qu'elle confierait des preuves scientifiques pour prouver, pour montrer qu'elle est une femme cisgenre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle doit se justifier? Est-ce qu'elle doit apporter les preuves qu'elle est une femme cisgenre, qu'elle n'est pas une femme trans? Ou est-ce qu'elle aurait dû ne pas réagir? Mais pour moi, elle aurait dû ne pas réagir. Réagir, en fait, ça veut dire qu'elle se sent insultée, qu'elle se sent diffamée d'être une femme trans. Et il n'y a aucune insulte à être une femme trans. Ce n'est pas dégradant d'être une personne trans. Et le simple fait qu'elle soit obligée de se justifier et de porter plainte, en fait, elle estime que ça lui porte atteinte. Donc elle estime, en fait, que c'est dégradant d'être pris pour une femme trans. Donc c'est une insulte envers toute la communauté trans que de faire ce move-là. En fait, si elle n'avait pas réagi et laissé, en fait... ça aurait été le meilleur move à faire. Et je suis désolée, c'est pas la transidentité de Brigitte Macron qui fait que Macron fait de la merde. Tu vois, c'est à un moment donné... Ça veut dire que tu ne comprends pas, la briochée, qu'une femme cisgenre, donc une femme qui est née femme et qui se sent dans le corps d'une femme, se sent dénigrée si on lui dit qu'elle est une femme trans. Mais pourquoi? En fait, interrogez-vous pourquoi vous estimez que c'est dégradant. Peut-être parce qu'en fait, c'est vous-même, vous dégradez en fait les femmes trans. Je pense que les femmes qui le prennent comme une insulte ont déjà en fait un regard qui n'est pas forcément positif en fait sur les personnes trans. Parce qu'au final, on est des personnes comme tout le monde. Hein. À part en fait notre transidentité, il n'y a rien qui nous différencie. Et il y a des femmes trans qui sont superbes. Il y a autant de diversité, de beauté et de corps chez les femmes trans qui n'existent que chez les femmes. Donc à partir du moment où vous estimez que c'est une insulte, interrogez le propre regard que vous avez en fait sur les personnes trans. Lady Gaga, hein, elle a eu exactement les mêmes suppositions où on disait que c'était une femme trans. Et elle a elle-même dit en interview, a fait mais j'ai aucune raison de les contredire. À quel moment en fait c'est une insulte d'être une femme trans? Elle a raison. Pour toi, ça représentait quoi de participer à une émission comme Drag Race, je rappelle la toute première saison, et d'être la première drag trans de la franchise Drag Race en France? C'était super chouette. J'ai adoré. Bah, j'avoue, quand on est la première quelque part, c'est toujours plaisant, tu vois.
Puis il y avait un autre truc aussi qui était aussi intéressant pour moi, c'était la première femme trans. Oui, mais aussi, est-ce qu'on est capable aujourd'hui aussi de citer des femmes trans et grosses aussi qui ont de la visibilité dans les médias? C'était l'objet d'un épisode de Drag Race Ouais, dans lequel carrément. t'étais où tu disais faut pas avoir peur du mot gros, faut pas avoir peur du mot grosse. Exactement. Pourquoi faut pas avoir peur du mot gros, faut pas avoir peur du mot grosse? Aujourd'hui, on l'entend hein, partout, hein, en forme, curvy, enrobé. Mais parce que en fait, c'est un fait. En fait, c'est juste factuel. Quand je dis que je suis grosse, c'est factuel. Je fais 105 kilos. C'est factuel. Ça fait presque 10 ans maintenant que je fais 105 kilos. Moi, j'ai pris du poids avec mon traitement hormonal. Moi, ça a été un des effets. J'ai pris 25 kilos en 3 ans, sans changer mon style de vie, sans changer mon alimentation. Je faisais encore du sport à l'époque. J'avais même mon diplôme CQP, donc j'encadrais des séances de cardio, de step. Je faisais même faire de la Zumba. Donc aux personnes qui m'attaquent sur le fait, fais plus de sport, fermez vos clapets. En fait, il existe naturellement des personnes minces, donc il existe naturellement des personnes grosses aussi, et c'est pas pour autant qu'on est en mauvaise santé. J'en suis la preuve. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais en fait, c'est pas un gros mot, paradoxalement, parce que c'est un fait. Et le fait d'en faire un fait, de rendre ça factuel, pour moi, c'est enlever la violence derrière ce mot que les gens y mettent. Donc c'est, en fait, une personne qui dit « je suis grosse », une personne grosse qui dit « je suis grosse », pour moi, elle remet en fait un mot vulgaire qui sert très souvent en fait, à dénigrer, à attaquer un outil de grossophobie. Elle enlève en fait toute cette violence-là dans le mot pour juste le rendre factuel et le rendre comme quelque chose en fait. Voilà, je me présente. Je suis ci, je suis ça, nanana, et je suis aussi grosse. Et that's ok. Et en tant que personne grosse, j'ai autant le droit que n'importe quelle autre personne de vivre, de m'exposer, de prendre la parole, d'être présent et présente dans les médias que n'importe quel autre type de corps. Parce que les gens qui disent oui, tu fais la promotion, de l'obésité, etc. et tout. Non. En fait, il ne faut pas que les gens oublient que quand on s'expose, entre guillemets, on ne s'expose pas, on vit tout simplement Ouais. à même échelle et à même hauteur que n'importe qui. Tu l'as déjà vécu avec difficulté ou avec violence d'être une femme trans, drague, grosse? Oui, mais même, je te dirais même que j'ai plus eu affaire dans ma vie à de la grossophobie qu'à de la en fait. Ouais. Comme tu l'as dit, je suis comédienne et j'en peux plus, moi, des recherches de casting, principalement sur les femmes, recherche jeune femme, mince. En fait, pourquoi tu recherches une jeune femme mince à ce moment-là? Quel est l'arc narratif qui t'impose de rechercher un corps mince? Non, finalement, c'est juste pour rentrer dans les critères de beauté cis-hétéronormés qu'on voit partout. Mais finalement, il n'y a aucun ressort scénaristique à ce que tu aies un corps fin. Et c'est pour ça qu'une série comme Les Chroniques de Bridgerton, avec Nicolas Coughlan dans la saison 3, qui prend vraiment le rôle principal avec une histoire d'amour, et moi, je la trouve magnifique. Et en fait, c'est la première fois, moi, dans mon souvenir, que je vois une fiction avec de magnifiques atours, de magnifiques robes et tout, où son corps, à elle, en tant que femme grosse, est désiré pour ce qu'il est, et avec toute la pudeur, mais aussi toute la délicatesse et le respect qu'on peut avoir envers ses corps, parce que nos corps sont désirables, et nos corps sont désirés à même titre que n'importe qui. Et crois-moi, je dis pas ça pour me vanter, mais j'en ai suffisamment fait l'expérience que mon corps est désirable et désiré. Est-ce que c'est pour ça que tu acceptes que ta poitrine soit montrée et non floutée dans un épisode de Drag Race? Mais là aussi, ils ont eu la délicatesse de me poser la question, et moi je leur ai dit, mais vu le discours qu'on a, en fait, c'est important de montrer une poitrine dénudée qui n'est pas parce que nos poitrines ne sont pas. Mais ça aussi, les hommes ne se rendent pas compte à quel point le fait de pouvoir, eux, se mettre torse nu n'importe où, c'est un outil patriarcal, en fait, mais tellement internalisé qu'ils s'en posent même pas la question. C'est la même chose, se mettre torse nu ou se mettre seins nus? Pour moi, oui.
En fait, quand je vois un homme se mettre torse nu, pour moi, j'ai envie de faire pareil. Et surtout, en tant que personne trans, il y a vraiment un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire que moi, avant transition, je pouvais me mettre torse nu, personne ne disait rien. Et tout d'un coup, maintenant que j'ai fait ma transition, tout d'un coup, ma poitrine, j'ai pas le droit de la dévoiler ou j'ai pas le droit, entre guillemets, d'occuper le même espace public que les hommes qui se mettent torse nu. Pourquoi ? En fait, en plus, c'est marrant parce que du coup, les personnes trans, en fait, tout d'un coup, vont valider ma féminité parce qu'ils vont pas vouloir que je me mette torse nu. Alors que si eux-mêmes voulaient continuer à me considérer comme un homme, pourquoi j'aurais pas le droit de me mettre torse nu tout d'un coup ? Ouais, c'est très paradoxal. C'est très paradoxal et c'est surtout en fait à double tranchant. C'est vous me considérez comme une femme, comme ça vous arrange, tant que ça peut en fait justifier votre scénario, quoi. Je voulais te parler d'un sujet que je trouve extrêmement important et dont on n'entend pas vraiment parler. On l'a vu ensemble tout au cours de cette interview. Le drag, c'est un art avec un message politique. Beaucoup le confondent avec le travestissement. D'ailleurs, ton avis sur la question m'intéresse. Mais dans certains pays, le travestissement, il est également politique. On peut le voir notamment en Afghanistan. Je te propose de regarder. Alors pour le contexte, en Afghanistan, les femmes sont victimes de plus en plus d'interdictions. Interdiction d'aller à l'école, interdiction de travailler, interdiction de se cultiver, interdiction de voyager seule, interdiction de sortir de chez elles sans autorisation, interdiction de porter des vêtements non conformes au régime des... Et face à ces privations envers les femmes, les hommes pratiquent le bashabazi. C'est une pratique utilisée pour exploiter des jeunes, souvent. Ces jeunes sont des hommes qui doivent s'habiller en femmes pour divertir les hommes dirigeants. En Afghanistan, donc des jeunes hommes sont forcés de se travestir pour divertir les dirigeants dans une logique, donc tu l'as compris, d'exploitation. Toi qui pratiques le drag comme un art et comme un combat, comment tu réagis face à ce détournement ? C'est vraiment tout le paradoxe du patriarcat et de la domination masculine, quoi. C'est interdire tout ce qui est féminin ou tout ce qui est attribut de la femme pour finalement le projeter sur d'autres corps. Mais c'est toujours une histoire de contrôle au final. Moi, ce qui est marrant, c'est ce que tu m'as... Enfin, marrant, entre guillemets. Mais ce que tu m'as montré, ça me fait beaucoup penser pendant le Troisième Reich. Donc, du coup, en Allemagne, il y a un super documentaire sur Netflix, si tu as l'occasion, on va le voir, qui parle d'un cabaret qui s'appelait l'Eldorado. Donc, qui existait encore à la montée du nazisme. Et qui était un cabaret, justement, avec... qu'on pourrait dire drague à l'époque, mais avec vraiment des artistes qui se travestissaient, ce qu'on appelait des invertis. À l'époque, c'est le mot qu'on utilisait. Et tu avais énormément en fait, d'officiers qui venaient s'encanailler dans ce genre de cabaret, ou qui même parfois, eux, s'autorisaient à porter des bas avec de la jartelle, etc. Donc, petit clin d'œil à toutes les personnes qui nous disent « Ah, c'est ça qui va aller nous défendre en première ligne lors de guerre ». Baby. Mais non, en fait, tu vois, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, vous ouvrez votre bouche sans avoir absolument lu un seul ouvrage d'histoire. En fait, ce qui est marrant, si tu veux, c'est qu'à Madame Arthur, donc le cabaret où je suis, on est des artistes, il y en a certains qui se considèrent comme drag, mais on a des artistes qui se considèrent comme travestis, Et en fait, c'est aussi une question de culture et d'où tu viens et de quel mouvement artistique tu émerges. Donc très souvent, il y a des questions politiques aussi là-dedans. Moi, je me considère drag queen parce qu'avant de rentrer chez Madame Arthur, j'ai fait mes premiers pas dans des scènes drag et qui se revendiquaient drag. Donc mon héritage, finalement, il est drag. Mais il y a des personnes qui ont commencé justement, même si ça ressemble à du drag, mais qui ont commencé du travestissement, issus d'un autre mouvement, parfois par le biais de la mode, etc. Et donc, du coup, qui n'ont pas la culture drague, mais qui ont une autre culture et qui préfèrent se revendiquer travesti ou travesti. Il y en a qui vont utiliser le travestissement plutôt dans le travail du ou simplement en loisir chez eux, que ce soit dans des jeux amoureux ou dans du plaisir tout à fait personnel, même dénué de toutes ces... En fait, c'est ce que je dirais la plupart du temps, c'est simplement... Écoutez les gens, écoutez les personnes concernées, comment elles définissent ce qu'elles font, comment elles définissent leur art, et juste en fait acquiescer et écouter tout simplement.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, il y a des personnes, encore une fois, j'ai rencontré des artistes, même moi, ça me paraissait curieux. Je me suis dit, ah ouais, tu te définis comme ça. Et en fait, c'est finalement hyper intéressant de comprendre pourquoi, d'où cette personne vient, de quelle culture elle vient, qu'est-ce qu'elle a aussi engrangé comme discours politique, qui fait qu'aujourd'hui, elle revendique ça plutôt qu'autre chose. Et est-ce que le parti Reconquête d'Éric Zemmour t'a écouté? Je te propose de Je regarder. sais de quoi tu vas me parler. Je te propose de regarder un extrait d'un tract qui avait été diffusé te concernant. Bon, oui. il est à l'envers, mais Il est sur le côté. il est sur le côté, donc Écoute, on va à tourner la l'horizontale, tête. mais bon, à Il n'y a pas de l'horizontale, c'est souci. toujours plus plaisant. Voilà, on est en 2023. C'est un tract du parti Reconquête qui a été distribué à Toulouse pour s'opposer à la prétendue propagande LGBTQIA+. Et c'est toi, Ouais. sur ce tract, comment tu l'as pris? Est-ce que tu étais informé? Est-ce que tu as donné ton autorisation? Ah bah non, j'ai pas donné mon autorisation du tout. C'est du coup un fan, parce que c'est une photo qui était pendant la tournée de Drag Race, et c'est arrivé peu de temps après. Donc voilà, moi je ne suis pas toulousaine, je ne suis pas du tout originaire de Toulouse, je n'ai jamais fait d'atelier de lecture drague pour les enfants. Donc Mais c'est une fake news. En plus, en tout cas avec mon image, c'est complètement fake. Mais de toute manière, c'était pas ça le but de ce tract. C'était d'utiliser mon image comme symbole de la communauté drague et de la communauté queer en général, pour pouvoir en fait attaquer tout le monde. Et finalement, c'est là où c'était pour moi le plus difficile à vivre. On s'est servi de mon image pour pour attaquer une communauté dont je défends les valeurs et dont je défends les droits. Et c'est ça qui était un peu plus difficile. Et là où c'était hyper aussi lunaire, c'est que j'ai eu un représentant de Reconquête qui s'est engagé dans une joute verbale avec moi sur Twitter. Qui? Engagé dans une joute verbale à base de tweets, en fait. Ouais, mais qui de Reconquête? J'ai plus le nom. J'ai vraiment pas le temps d'apprendre le nom de ce genre de personne. Si je puis me permettre, je vais rester poli. Mais cette personne disait en fait que cette photo, elle était issue en fait d'un site de photos libre de droit. Et en fait, c'était absolument pas le cas, parce que moi, j'ai retrouvé sans problème en fait le photographe qui a pris cette photo lors de la tournée. Je lui ai demandé, écoute, est-ce que tu as mis ces photos sur des sites en fait libres de droit? Il m'a dit, pas du tout. Et la personne de Reconquête a continué en fait d'affirmer ça en essayant de faire des pseudo-montages Photoshop dignes d'un collégien, en incrustant ma photo dans un site en fait de banque d'images. Oui, voilà, de board d'images libre de droit à côté d'autres drag queens. Tu avais annoncé que tu allais porter plainte. Oui. Et je Tu l'ai l'as fait. Tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, mais j'ai pas eu après Et je l'ai faite, mais en compagnie d'autres drag queens qui se sont aussi retrouvées sur ces tracts-là. C'était Shana Banana notamment, et une autre drag dont le nom m'a échappé, I'm sorry. Donc vous avez déposé plainte, mais où, dans un commissariat ou par le biais d'un avocat? C'est elles qui s'en sont occupées parce qu'elles étaient toulousaines, elles pour le coup, contrairement à moi. Donc je leur ai remis les choses en main. Et puis moi, à ce moment-là, j'avoue, ce qui est administratif pour moi, c'est toujours, en termes d'énergie mentale, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Donc j'ai préféré m'en remettre à elles, mais ça n'a pas foncièrement abouti. Mais là où c'était intéressant, par contre, c'est que comme à ce moment-là, j'étais médiatique et assez médiatique, j'ai eu des médias qui sont venus vers moi pour pouvoir en parler et tout. Et moi, ça m'a permis, encore une fois, de mettre en lumière à quel point ces gens sont capables de toutes les bassesses pour pouvoir coller à leur narratif, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mentir éhontement, en fait, pour pouvoir essayer de faire de nous les monstres qu'on n'est pas. Ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Beaucoup au Rassemblement National, beaucoup chez Reconquête. Les drag queens font la lecture à vos enfants. Est-ce que c'est vrai? Mais il y a des ateliers qui existent, mais ce sont des ateliers qui sont encadrés, qui sont validés en fait par des structures. On vient pas en fait dans les écoles prendre en otage une école et en mode let's go, là on va vous dire ce que c'est que les drags, on va vous dire ce que c'est que les trans. Est-ce que c'est grave? Hein? Est-ce que c'est grave? Mais non, mais parce qu'en fait, les parents qui amènent leurs enfants à ces ateliers, c'est des parents qui ont envie de le faire. Donc il n'y a pas une contrainte? Mais pas du tout. En fait, c'est des activités. Ça veut dire que toi, en tant que parent, tu vois l'événement, tu dis, bah tiens, je vais y inscrire mon enfant et je vais y aller avec lui. Mais on vient pas, ça n'est jamais obligatoire et ce n'est jamais sous la contrainte. Donc c'est au bon vouloir? Mais bien sûr.
Et ben Comme alors pourquoi n'importe- faire tout ce ramdam? Mais parce que on essaye de nous faire passer pour des boucs émissaires, mais ça a toujours été ça. Encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. Il faut trouver un responsable. Il faut trouver un responsable de tout ce qui va pas. Tu sais, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire. On est dans une période actuellement, bon, qui a toujours été quelque part, mais où s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, c'est de la faute de tout le monde, sauf des hommes cis, hétéros, blancs et riches. Voilà, et là, bon, bah, en ce moment, on est la cible idéale parce que parler autant de nous, c'est vrai que c'est assez nouveau. Ouais. Mais non seulement on parle beaucoup de nous, mais en plus, on informe de mieux en mieux. Et ça fait peur, de toute Oui. manière. Mais oui, bien sûr. Donc, et moi, j'avoue que c'était un peu un lieu d'incompréhension. Pour moi, je me suis dit, mais attends, on n'a jamais aussi bien informé autour de la transidentité, avec vraiment des documents sourcés, des choses vraiment très bien renseignées si on se tourne auprès des associations, etc. Et on n'a jamais été autant diabolisé et autant instrumentalisé. Mais finalement, c'est ce qui se passait en 2013 lors du mariage pour tous, en fait. Oui. La violence, ça s'est juste déplacée. Et c'est constamment ça à chaque fois, c'est trouver des nouvelles minorités sur lesquelles taper en période de crise, parce qu'il faut trouver en fait des responsables, mais on est 1% de la population. Enfin, je veux dire, elle est où la menace en fait? Question à 1 million pour terminer cette interview, Dis-moi. la briochée. En quelle année ce ne sera plus un sujet, la transidentité? En quelle année on n'aura plus besoin de faire de la pédagogie? Ah oui, c'est la question, comme tu dis, c'est la question à 1 million. Tu sais que je ne vais pas répondre en année. Le jour où je pense on aura une femme à la tête du pays. Et pas Marine Le Pen. En termes de projet, la briochée, je sais que ton agenda il est rempli, il est chargé. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, là j'attends la sortie d'un téléfilm dans lequel j'ai joué avec Arnaud Ducré. Parce que je commence à faire un peu de film, un peu de cinéma, et ça c'est chouette. La saison 2 d'Has-Been Hotel qui va arriver donc du coup le 29 octobre, dans laquelle vous pouvez m'entendre dans le rôle d'Angel Dust, qui est un des persos principaux de cette série, qui a beaucoup de succès, et ça c'est trop cool. Et après en 2026, vous allez me retrouver un peu partout en France avec Madame Arthur, parce qu'on a une tournée de 26 dates qui nous attendent là, voilà. Avec Diamanda Calas, Grand Soir au piano et Pierre et la Rose, et c'est un spectacle qu'on a fait justement autour d'un voyage temporel pour raconter les événements et l'histoire queer à travers le temps et en chanson. Donc on a hâte de présenter ce spectacle dans toute la France et ça va être trop trop cool. Merci Maëva, merci la briochée. Merci Sam. Pour cette incroyable interview en ta Merci. compagnie, en toute intimité. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Si on veut avoir les dates, ton actualité, tes Exactement. projets, tout est dessus. Ton C'est compte le mieux. Instagram, c'est la-briochée-off. Ton compte TikTok, c'est la-briochée-off. Bref, vous tapez la briochée de partout. Et a priori, si vous ne tombez pas sur une boulangerie, c'est que c'est bien la briochée. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, écoutés, regardés avec attention, bienveillance aussi dans vos commentaires, même si on ne comprend pas tout, c'est hyper important. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.